Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour notre édition de 12h30, journal de la mi-journée sur Alizé Télévision. Notre invité aujourd'hui sera Daniel Dulin, président de la commission communication du CGRP, le comité guadeloupéen de randonnée pédestre, qui viendra nous parler du Tour du Sud-Bastère qui se déroule du 4 au 8 mai prochain. On parlera donc de santé et c'est d'ailleurs avec cette thématique que nous débutons notre édition. Comment préserver sa santé? C'est autour de cette question que sont réunis de nombreux Guadeloupéens depuis ce matin 9h au WTC de Jarry. Rendez-vous santé en famille organisé par le Lions Club et le centre hospitalier de Pointe-à-Pitre jusqu'à ce soir 19h. Il y est question des risques liés aux addictions, d'environnement, des troubles cardiovasculaires ou encore d'alimentation. Isabelle Noyon-Sémour nous présente plus en détail ce rendez-vous. Elle est au micro de Muriel Barlagne. Alors le rendez-vous santé en famille, c'est une manifestation originale qui a pour ambition d'apporter à la population guadeloupéenne des informations sur leur santé, à la fois comment préserver la santé, comment éviter les maladies et comment gérer au mieux les maladies qui pourraient éventuellement survenir. Et l'abord de ces maladies se fait par tranche d'âge et donc c'est un peu ça l'originalité. C'est qu'en fait c'est une information qui s'adresse à toute la famille, du plus jeune âge jusqu'à la personne âgée, à la fois en termes de prévention et en termes de gestion des maladies les plus fréquentes. Alors le salon est organisé par des stands tenus par des professionnels de santé ou des professionnels de l'environnement ou de la prévention qui vont à la rencontre de la population, en fait, qui sont disponibles pour la population et qui donnent des informations et qui informent chacun sur ses préoccupations en lien avec la santé, donc différentes thématiques, comme je disais, en fonction de l'âge, en fonction des pathologies. Parlons santé toujours avec les nombres de personnes nouvellement affectées par le virus Zika et ayant eu recours à un médecin généraliste qui a connu un accroissement significatif ces derniers jours, particulièrement touchées les communes de Gosier, de Goyave, Basse-Terre, Bémao et Saint-François. Une augmentation du nombre de malades qui fait passer la Guadeloupe en état de vigilance maximum. Les précisions d'Anne-Elisabeth Arsène. La Guadeloupe est désormais en situation épidémiologique en ce qui concerne le Zika, avec 2100 cas suspects. Décision prise par le préfet à l'issue du comité de gestion épidémique de ce vendredi. L'ARS signale un accroissement du nombre de villes touchées par le virus et dénombre également 16 femmes enceintes atteintes par le Zika. Un renforcement de la prévention et de la lutte antivectorielle se met en place, avec notamment le recrutement de 160 agents de prévention sanitaire recrutés par les collectivités. Chacun doit également participer à cette campagne de prévention et contribuer à l'élimination des gîtes à moustiques. Dans le domaine économique, ce sont les sénateurs français qui s'apprêtent à confirmer ou pas la suppression des surcoûts d'itinérance sur les communications mobiles des abonnés des Antilles. À compter de lundi, les membres de la Chambre basse doivent se prononcer sur plusieurs amendements proposant de reporter la mise en application de cette mesure prévue au 1er mai. Quoi qu'il en soit, l'opérateur téléphonique Orange a d'ores et déjà annoncé qu'il supprimerait ses frais de roaming dès ce soir minuit. Mais après cette bonne nouvelle, une moins bonne pour les automobilistes cette fois, et singulièrement ceux possédant un véhicule essence. À compter de ce soir minuit également, le super samplon augmentera de 8 centimes pour passer à 1,34 €. Le gazole route diminue par contre de 3 centimes et le prix de la bouteille de gaz de pétrole liquéfié baisse de 44 centimes. Elle vous coûtera 17,98 € pour ce mois de mai. On parle politique avec le Parti communiste guadeloupéen et le Centre d'analyse géopolitique et internationale, le CAGI, qui organisait ce matin un colloque sur le thème « La revendication d'autonomie et sa mise en œuvre dans les dépendances françaises ». L'occasion de démystifier la question de l'autonomie de nos régions et de mettre en avant les possibilités législatives qui permettraient d'y accéder. Je vous propose d'écouter à ce sujet Christian Céleste, ancien secrétaire général du PCG. Il est au micro de Jacques Damprobe. L'autonomie, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est, je ne dirais pas dans l'air du temps, mais que c'est une revendication somme toute normale. D'ailleurs, l'État français lui-même, comme cela a été démontré, a déjà accepté ce processus, cette exigence de plus de responsabilité et plus de pouvoir
pour les peuples dans chaque région, dans chaque pays. Aujourd'hui, l'obstacle, ce n'est pas au niveau de l'État français qui a mis en place un cadre dans lequel on peut évoluer. Le problème, c'est précisément, comme ce sont les élus qui sont à l'initiative, qui doivent être à l'initiative d'une proposition à l'État. Donc, il faut qu'on arrive à faire comprendre à nos élus guadeloupéens que leur responsabilité, ce n'est pas seulement de gérer ce qui est en place. Ils ne sont pas seulement là pour gérer les affaires courantes, mais ils ont aussi vocation et responsabilité pour se projeter vers l'avenir. Et la deuxième chose, c'est le consentement des Guadeloupéens. Donc, il faut travailler, il faut expliquer aux Guadeloupéens que l'avenir du pays, ça dépend d'abord de leur engagement, de leur détermination, de leur choix, et qu'ils peuvent, en choisissant leurs élus, choisir la voie du progrès, du développement, de la responsabilité. Cette manifestation se poursuivra ce soir par une conférence du PCG, du Parti communiste guadeloupéen, sur le thème « Pourquoi l'autonomie pour la Guadeloupe ?» Un débat ouvert à tous à partir donc de 18h à l'espace régional Orézé. La 3e édition du Startup.gp s'est déroulée hier à Jarry, un rendez-vous pour et avec les porteurs de projets innovants, où il a été notamment question de la nécessaire levée de fonds pour le développement des idées de ces entrepreneurs. Une étape très importante dont la présentation était l'un des temps forts de cette manifestation. Anne-Elisabeth Arsène s'y est rendue. Peut-être aussi Start-up. Comprenez, jeune pousse ou encore jeune entreprise innovante qui démarre avec un potentiel de croissance très important, faisant souvent l'objet de levées de fonds. Chez nous, les startups ont elles aussi le vent en poupe. Pour preuve, cette 3e édition du Startup GP réunissant des porteurs de projets. Au programme de la matinée, apprendre à pitcher. Pitcher, c'est le fait de pouvoir présenter en un temps très précis et réduit son projet. Il faut savoir qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps pour présenter son projet à un investisseur. Il faut donc du coup savoir lui dire les bons mots. L'investisseur, il ramène sa pierre à l'édifice, il ramène des moyens, il ramène des sous, donc de l'argent. Et l'objectif étant bien sûr de pouvoir générer via des investisseurs, donc privés ou publics un certain montant appelé levée de fonds qui permet de donner un autre niveau au produit en lui-même, au service que l'on a développé. Ingrid Maisonneuve-Chêne a créé ShopHill, un site qui permet la réexpédition en Outre-mer d'achats effectués sur les sites marchands basés en Hexagone et qui ne livrent pas chez nous. Quand je viens en vacances l'été en Guadeloupe dans ma famille, on me demande de ramener un coup une paire de chaussures, un coup une pièce auto. Et du coup, un jour, je me suis rendu compte, en cherchant quelque chose sur Internet pour mon père, que les sites marchands ne livraient pas l'outre-mer. Donc j'ai commencé à réfléchir à ce concept. Alors j'ai fait une toute petite opération de crowdfunding. Comme j'ai créé ma société en 2012, c'était pas encore totalement démocratisé. Moi j'ai fait appel à des investisseurs, donc j'ai fait une levée de fonds en 2014. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile. En Guadeloupe, il y a plusieurs success stories de crowdfunding. Et donc je pense que maintenant c'est un vrai levier et c'est intéressant de voir que la population soutient les entrepreneurs et donne lors d'opérations de crowdfunding. Dans un premier temps, l'e-commerce était le secteur porteur en matière de start-up. Mais depuis peu, la tendance est à l'e-santé, le numérique, le sport ou encore la transformation digitale. La préfecture de Guadeloupe communique qu'entre mercredi et vendredi soir, plus de 200 opérations de contrôle ont été effectuées. 52 infractions ont été constatées, du défaut d'assurance au refus d'obtempérer, en passant par la découverte de stupéfiants dans un véhicule, l'usage de téléphone au volant, le non-port du casque, des enfants sans ceinture de sécurité, des conduites sans permis et sans contrôle technique. 17 véhicules ont été immobilisés. 3 personnes ont été placées en garde à vue et à l'approche des week-ends prolongés de ce mois de mai, d'autres opérations d'envergure sont d'ores et déjà programmées. Nous vous invitons bien évidemment à la plus grande prudence sur les routes. Place maintenant à un tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Nous irons aux Bermudes où les autorités viennent d'expulser vers leur pays 7 prisonniers d'origine étrangère. Mais direction pour débuter le Venezuela qui traverse une grave crise financière. C'est la Minute Caraïbe.
Hyperinflation, chute des recettes pétrolières, effondrement du bolivar, pénurie, le pays s'approche chaque jour davantage du défaut de paiement. Après la pénurie de papier toilette, c'est le papier pour fabriquer les billets de banque du Venezuela qui vient aussi à manquer. Un signe on ne peut plus explicite du chaos monétaire et financier qui règne dans un pays qui s'approche chaque jour davantage du défaut de paiement. Cette pénurie et ces difficultés ne datent pas d'hier, mais elles se sont encore aggravées avec l'effondrement du pétrole en 2015. Selon le média Bloomberg, le pays a créé un véritable pont aérien monétaire depuis plus d'un an. Des Boeing B747 surprotégés par les forces spéciales importent des masses de billets de l'étranger pour satisfaire aux besoins d'une économie exsangue. La masse des billets en circulation explose, 10 milliards ont été commandés fin 2015, et leur valeur chute d'autant. De la rue, l'un des fabricants de billets réclame des impayés de 71 millions de dollars au Venezuela. C'est la première expulsion du genre dans les Bermudes. Les autorités judiciaires ont libéré 7 prisonniers étrangers pour les renvoyer dans leur pays d'origine, soit à la Jamaïque, Grenade, Barbade, Saint-Vincent et Saint-Martin. Le ministre de l'Intérieur, Michael Fahy, informe que ces expulsions sont une bonne nouvelle pour le contribuable, qui ne paiera plus les frais d'incarcération et les coûts associés aux détenus étrangers. Michael Fahy ajoute que le ministère de l'Immigration a été confronté à de nombreux défis en matière d'expulsion des ressortissants étrangers qui ont été incarcérés aux Bermudes pour une série d'infractions. Pour réduire les coûts d'expulsion de ces prisonniers, le ministère de l'Immigration les fait voyager en même temps que le régiment des Bermudes qui tient des camps militaires dans de nombreuses îles de la Caraïbe. Le Palace Resorts est en pleine expansion à Cancun. Le All-Inclusive prévoit la création d'une nouvelle station balnéaire, le Moon Palace Golf and Spa Resort, qui comprendra 3 unités hôtelières distinctes, le Moon Grand, le Sunrise et le Nizuc. Ce projet d'expansion se chiffre à 450 millions de dollars. Il comprendra plus de 900 chambres, un nouveau hall d'entrée, 7 piscines extérieures, un DJ en live, 5 bars swim-up, un club de plage et un parc aquatique, un espace de 7400 mètres carrés de réunion et plusieurs espaces événementiels. Le nouveau Moon Grand propose un type d'expérience de voyage qui transcende l'offre existante et va au-delà des attentes des clients, informe Gibran Chapour, vice-président exécutif du Palace Resorts. Pour Gibran Chapour, son groupe hôtelier continuera de se développer sur de nouveaux marchés avec de nouvelles offres compétitives à travers le monde. Selon lui, le groupe Palace Resorts doit alors cultiver son produit et son positionnement pour toujours attirer une clientèle de luxe soucieuse de la qualité des prestations offertes par la marque à Cancun. Nous parlons sport maintenant avec cette 26e édition du semi-marathon des Abîmes qui se déroule aujourd'hui. Depuis ce matin est installé un village santé et les bambinos et les seniors ont bravé la chaleur pour une marche et une course dans les rues de la ville. Cet après-midi, place aux professionnels à partir de 16h15. De nombreux athlètes internationaux se sont inscrits à cette course hors stade qui, pour certains, servira de préparation pour les Jeux Olympiques au Brésil. Johan Charpentier-Titi a rencontré organisateurs et participants à ce semi-marathon. La 26e édition du semi-marathon des Abîmes sera-t-elle perturbée par la brume de sable ? Outre la chaleur, les athlètes venus de la Caraïbe, mais aussi d'Afrique ou d'Europe, risquent de devoir faire face à la pollution. Mais du côté de l'organisation, on est plutôt serein. Moi j'espère que ça va passer d'ici demain. La pollution c'est depuis quelques jours, mais en espérant que demain il va faire beau. J'y crois fermement. Quelles que soient les conditions, la course s'annonce relevée, surtout chez les hommes, notamment avec la présence du Burundais Abraham Niyonkuru, vainqueur de l'édition 2015. Et c'est visiblement toujours un plaisir pour les coureurs étrangers de venir fouler le goudron des Abîmes. J'aime les gens autour, l'ambiance, l'organisation, avoir le soutien de la communauté. Tout le monde veut être là. Je trouve ça très intéressant de venir courir le semi-marathon en Guadeloupe pour la 3e fois. Vous savez, il y a les Kenyans, les Européens, ce sont eux qu'il faudra surveiller. Ce sont des athlètes de niveau international, ils sont vraiment bons et ont d'excellents chronos. Chez les dames, malgré un contingent d'invités moins important que l'année dernière, il faudra tout de même compter sur la tenante du titre.
J'aime cette course, mais elle est vraiment difficile. Je pense que pour moi, c'est une bonne préparation pour le marathon des Jeux Olympiques de Rio. Début des hostilités à 16h15 pour le semi-marathon et le 10 km. À vos chaussures. Et des chaussures, de bonnes chaussures, il en faudra également pour participer à ce rendez-vous auquel nous invite Daniel Dulin. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes président de la commission communication du comité guadeloupéen de randonnée pédestre et vous êtes venu nous parler du Tour du Sud Basse-Terre 2016 qui se déroule du 4 au 8 mai. On va commencer d'abord par présenter ce qu'est ce comité guadeloupéen de randonnée pédestre. Oui, la Guadeloupe étant un pays magnifique, il est bien normal qu'on la découvre à pied. Donc le comité guadeloupéen de randonnée pédestre, il a été créé en 2001 à partir de quelques présidents d'associations qui avaient envie de faire connaître vraiment plus la randonnée en Guadeloupe. Il représente donc la Fédération française de randonnée pédestre sur la Guadeloupe. Actuellement, en 2016, là, on a une quinzaine d'associations qui sont affiliées donc, au comité. Ça représente en gros 600 marcheurs, 600 randonneurs qui sont licenciés dans des associations. Certaines sont bien connues. Je ne vais pas vous parler du Club des Montagnards, par exemple, Bois-Lançon, l'OGMC ou Adam-Babois. Ce sont des associations qui comptent en général une centaine d'adhérents. Quoi. Des passionnés avant tout, je suppose, des gens qui aiment se balader, qui aiment la nature. On va parler de ce rendez-vous. Il y a eu le Tour du Sud, il y a donc le Tour du Sud Basse-Terre. Il vient après ceux de Grande-Terre, de Marie-Galante, de Grand Fond en 2015. C'est un rendez-vous qui est bien suivi ? Oui, progressivement, là, depuis 5 ans donc, que nous organisons, quoi, on voit le nombre de randonneurs adhérer de plus en plus à notre projet. Donc chaque année, on s'efforce de monter un événement de 4-5 jours de randonnée, alors soit sur la côte, hein, sur le littoral, quand on a fait le Tour Grande Terre ou les Grands Fonds, ou soit dans la montagne, comme cette année, quoi, le sud Basse-Terre. On dit bien qu'il s'agit de randonnée et pas de course. Ah, il s'agit de randonnée. Hein. Devant, nous avons deux guides d'ailleurs qui sont bien connus dans la région. Il s'agit de Gérard Berry et de Patrice Secrétier, quoi. Donc deux personnages qui connaissent vraiment bien la région et notamment le Sud Basse-Terre. Hein. Donc devant deux guides, au milieu tous les marcheurs, en général on est une quarantaine, cinquantaine, et derrière il y a 2 serre-files et il n'y a vraiment personne derrière les serre-files. Donc c'est très très sécurisé, d'autant plus que nous avons aussi, qui ont été formés au comité Guadeloupe, hein, par le technicien permanent que nous avons, Stéphane Guidevaux, et notre président Jacques Inoc. Nous avons une vingtaine au moins de gens qui ont le brevet fédéral d'accompagnateur de randonnée, quoi. Donc c'est vraiment très très encadré, sécurisé. Et on dit bien randonnée, ce qui veut dire que vous prenez le temps de découvrir, peut-être des explications aussi sur les sites qui sont traversés, qui sont visités. Oui, tout à fait. Il n'est pas question de marcher le nez dans le guidon. On profite vraiment de l'environnement, hein, la faune, la flore. Nos guides ont souvent des anecdotes sur l'histoire locale et tout ça. C'est vraiment la découverte du pays au pas du marcheur, quoi. Qui peut participer à ce rendez-vous ? Est-ce qu'il faut obligatoirement faire partie d'un club ? Je dirais oui, les 3 premières journées qui sont des journées quand même relativement ardues, à 6 heures de marche en montagne, donc sont réservées aux licenciés de la Fédération française. Donc d'abord les licenciés de Guadeloupe, mais aussi il y a des vacanciers qui sont licenciés en métropole, qui vont venir nous rejoindre. Tous les ans on en a. Par contre, la dernière journée est une journée populaire. Là, on fait une marche beaucoup plus accessible à tout le monde, pour tout le monde. C'est une journée de vulgarisation de la randonnée et qui se passera du côté de la Grivelière à Vieux Habitants, un lieu bien connu. Alors, c'est à la cascade Paradis. Et on ira oui. 3 heures niveau 3. 3 heures, ouais. Donc, tout le monde peut venir. Encore, oui. Quelques mots sur les différentes étapes, les étapes les plus fortes. Oui, alors 4 jours où on va vraiment visiter les points forts du Sud Basse-Terre, hein, c'est-à-dire la première journée, nous partons de la maison de la forêt à Matouba, qui est bien connue. Nous allons monter jusqu'au bain chaud du Matouba,
redescendre vers Papaye, puis après prendre la trace d'Elgrès, qui est aussi connue, pour finir à l'aire de Beau Soleil. Donc ça, c'est trace d'Elgrès le premier jour. Le deuxième jour, c'est peut-être le temps fort. On y fait le tour de la Soufrière. On va partir des Bains Jaunes, le Pas du Roi, la Savane à Mulet, le Chemin des Dames, la Citerne, et on va descendre, ça c'est assez inédit, on va descendre la trace des poteaux. Dans les trails, ils avaient l'habitude de la monter, nous on va la descendre, c'est plus facile. Et nous arrivons à Moscou, bon pas Moscou, tranquille, Moscou à Gourbert. Donc voilà, et on aura un transfert pour aller faire le bivouac au stade de Gourbert. Ça c'est pour la deuxième. La troisième, c'est les Monts Caraïbes. La dernière, on l'a dit, Cascade Paradis, c'est là où un peu tout le monde pourra venir rencontrer la quarantaine ou la cinquantaine de randonneurs qui devraient participer à cette édition. Tout à fait, c'est une journée. Oui. Alors la troisième aussi, les Monts Caraïbes, c'est pareil, c'est important, c'est assez relevé, mais enfin ça se fait. Et cette dernière journée est une journée populaire, enfin c'est une matinée qui se termine, où nous allons monter à la Cascade Paradis, très jolie, au-dessus de la Grivelière à Vieux Habitants. Et voilà, ça se termine aussi par un repas convivial à la Grivelière. Auquel nous vous convions bien évidemment. Rendez-vous donc les 4, 5, 6, 7 et 8. Et 8 donc pour le grand public pour cette édition 2016 du Tour du Sud Basse-Terre. Merci beaucoup Monsieur Dulin d'avoir été notre invité et on donne rendez-vous aux téléspectateurs à Basse-Terre pour cette randonnée. Merci beaucoup. Hier, dans notre édition, le metteur en scène Luc Saint-Éloi et Suligène de l'Union populaire de Port-Louis étaient les invités d'Aurélie Ronze. Ils ont évoqué les événements tragiques du 30 avril 1943 qui ont conduit à la mort de 3 Port-Louisiens par des gendarmes de la commune. Une page d'histoire de cette commune du Nord-Grande-Terre qu'a détaillé Suligène de l'UPPL. Alors, ce qu'il faut savoir sur ce fait, c'est que ça débute quand même un petit peu avant, dans les années 1937. Il y a toujours eu des conflits entre les planteurs, entre le pouvoir colonial. Donc il y avait déjà des grèves à propos du prix de la canne, de la vente et tout. Donc Port-Louis a toujours été un bastion quand même de militants. Et ce qui se passe en 1943, c'est qu'on est durant la Seconde Guerre mondiale en Europe, donc qui touche un peu la planète. Et des Port-Louisiens qui ont toujours été des gens, une population de gens qui se sont toujours battus contre l'oppression, ont décidé de se soulever contre le pouvoir vichysois, le pouvoir nazi, de façon à se ranger du côté de la résistance française. Donc c'est ce qui se passe ce jour où des Port-Louisiens décident, à travers des messages envoyés par l'ancien gouverneur de la Guadeloupe, qui était Félix Eboué, qui a été muté au Tchad, puisqu'il avait quand même pris position contre la chose. Donc il a pu envoyer des messages dans leur réseau à certains Port-Louisiens, de façon à ce que les Port-Louisiens se soulèvent et ont opéré cette attaque de la gendarmerie le 30 avril 1943. Des événements qui seront commémorés ce soir à partir de 18h et en plus de la traditionnelle marche symbolique en direction de l'ancienne gendarmerie, une pièce de théâtre mise en scène par Luc Saint-Éloi sera jouée à partir de 19h. Les participants à cette manifestation pourront par la suite échanger avec notamment des témoins de cette tragédie. C'est ici que s'achève notre randonnée dans l'info. Un point sur le temps qu'il fera aujourd'hui. Il devrait faire beau sur l'ensemble de la Guadeloupe. Malgré quelques nuages porteurs d'averses ça et là, le temps sera particulièrement clément à Basse-Terre, tandis qu'à Moule ou à la Désirade, il sera nuageux. Dans un instant, l'actualité nationale et internationale, suivie du point complet sur la météo de Guadeloupe et l'agenda. Après donc voilà l'agenda et après donc votre magazine pour poursuivre vos programmes. Passez une bonne journée sur Alizé Télévision. On se retrouve ce soir 19h.